Super. Eh ben écoute, bonjour à tous et bienvenue du coup dans cette interview. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir du coup Raphaël qui est préparateur mental. Bonjour à toi. Salut Sacha, salut tout le monde. Et du coup, aujourd'hui, il nous fait le plaisir d'être là pour répondre à pas mal de questions que je me pose et également des questions que vous me posez régulièrement. J'ai pu justement reformuler un petit peu certaines questions et aujourd'hui, on va pouvoir avoir un petit peu toutes les réponses sur le mental et comment ça peut nous aider à la fois dans la pratique du yoga et puis dans notre quotidien en général. Du coup, pour commencer, Raphaël, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a très très peu qui me connaissent. Donc merci déjà Sacha pour l'invitation. Je suis également très content d'être là. Tu as la sympathie de me présenter en disant que vous avez la chance que je sois là, mais j'ai aussi moi la chance de pouvoir échanger avec toi et j'en suis ravi. Donc je m'appelle en effet Raphaël. Je suis préparateur mental. Je me suis formé en 2011-2012. À l'époque, j'avais passé un diplôme universitaire en prépa mentale. Et à l'époque, j'étais jeune prof de PS en école d'ingénieur. Je bossais dans une école à Angers pour des ingénieurs en horticulture et en paysage. Donc des jeunes qui adoraient être dehors, qui adorent la nature, et moi, ça me plaisait bien. Et dans le même temps, on se rendait compte avec les enseignants, avec l'équipe pédagogique, qu'il y avait en fait pas mal de jeunes pas mal d'élèves ingénieurs qui pouvaient souffrir pardon, de stress, de confiance en soi, etc. Donc je me suis formé, j'ai repris mes études en 2011-2012 pour un an sur un DU. Donc voilà, donc après, je suis devenu préparateur mental. De 2014 à 2018, on va dire, je faisais les deux activités en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, j'étais toujours prof de PS en école d'ingé et de l'autre côté, j'avais une auto-entreprise en préparation mentale. J'ai commencé à accompagner un peu des sportifs de haut niveau, des sportifs professionnels, des entrepreneurs. J'ai eu la chance en 2016 d'avoir un sportif qui a joué tous les matchs de Ligue 1, un sportif, un footballeur professionnel de Ligue 1 qui a joué tous les matchs. Et donc voilà, il y a un peu des personnes qui en ont parlé, lui en a parlé, etc. Et puis depuis 2018, je suis aussi le co-responsable d'un diplôme universitaire en préparation mentale. Donc je co-gère, on va le dire comme ça, le DU de Poitiers avec une autre personne qui s'appelle Nicolas Epinou, qui est un copain maintenant. Et voilà, en gros, Sacha. Et j'ai écrit un livre qui est sorti, enfin, j'en avais fait un autre qui était une coécriture. Là, j'ai écrit tout seul un livre qui s'appelle 8 clés pour gérer son stress comme les champions, qu'on voit ici, qui est aux éditions Le Duc. Voilà, une maison d'édition sur Paris. Voilà, en gros, comment je pourrais me présenter. Super. Justement, pour histoire de rentrer directement dans le vif du sujet, puis de te clarifier peut-être un petit peu toutes les idées reçues qu'on peut avoir, est-ce que tu pourrais un petit peu nous définir, on va dire d'une manière simple, la préparation mentale et nous dire un peu qu'est-ce qui peut différencier aussi entre la préparation mentale et tout ce qu'on entend maintenant, entre toutes les formes de coaching, la PNL, l'hypnose, enfin voilà, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est concrètement la préparation mentale? Ok. Ouais, tu as raison. Alors déjà, même sur la préparation mentale, je pense qu'il y a beaucoup de définitions. Quand tu regardes les toutes premières définitions, tu avais l'impression que la prépa mentale était que adaptée pour des sportifs. Tu me partageais tout à l'heure, toi, tu avais aussi un peu connu l'APM, notamment dans l'armée. Mhm. L'armée a aussi des techniques de préparation mentale qu'on appelle le TOP, techniques d'optimisation du Ouais. potentiel, qui sont des techniques à la base issues du milieu militaire et aujourd'hui que tout le monde peut apprendre et s'entraîner avec les techniques du TOP. Moi, la définition que je donne de l'APM, pour moi, la préparation mentale, c'est le recours à des outils pardon, mentaux, donc typiquement la visualisation, le contrôle du discours interne, des outils mentaux, émotionnels, comportementaux, je pourrais tout redéfinir après, mais outils mentaux, émotionnels, comportementaux, cognitifs et somatiques, dans le but de se sentir mieux ou de performer pour un individu ou un collectif. Alors, justement, tu me permets de préciser un peu ce qu'est pour moi la prépa mentale. Ouais. Le terme peut-être de préparateur mental est un peu trompeur. C'est-à-dire que quand je dis la définition que je viens de donner, oui, il y a des outils mentaux, mais par exemple, j'utilise aussi des outils somatiques. C'est-à-dire que je vais aussi utiliser des outils tels que la respiration. On parlait un peu de respiration tout à l'heure. Bah oui, je vais utiliser parfois de la cohérence cardiaque. Je vais utiliser certaines techniques qui pourraient se rapprocher de la sophrologie soit pour permettre à une personne de
réduire un peu la voilure au niveau du système nerveux sympathique, celui qui nous dynamise énormément, ou à l'inverse, pardon, pour renforcer un petit peu le système nerveux parasympathique, donc celui qui va me permettre de me détendre, de me relâcher, de baisser un peu mon tonus musculaire. Et puis dans D'accord. le même temps, Sacha, moi, en tant que préparateur mental, avec certaines personnes, quand je parlais d'outils comportementaux, je vais aussi travailler sur le langage corporel, sur la posture. On sait que selon ta posture, selon même les mimiques du visage, tu vas avoir une communication intrapersonnelle. Tu sais, on a demandé à des gens de lire un texte anecdotique. Bon, tu vois, j'ai l'effaceur de mon fils sur mon bureau, de lire un texte anecdotique comme ça, là. Voilà. Ok, Et puis, ils doivent ouais, lire le texte. Et puis, ok. d'autres doivent lire le texte, le même texte, mais comme ça. Tu vois, avec un peu Ok. la bouche en cul de poule. Et dans un cas, les personnes qui doivent lire le texte en étant très ouverts au niveau du comportement, au niveau du visage, bah, se sentent dans un meilleur mood à la fin de la lecture. Ceux qui l'ont lu en étant un peu contractés, un peu fermés avec la ride du lion, eh ben, étaient plutôt dans un mood plutôt agacé ou en tout cas avec des émotions qu'on pourrait catégoriser comme étant non positives. Donc, on voit bien que nos comportements jouent aussi sur nos émotions. Donc, le principe du PM, c'est qu'il va travailler sur nos pensées, sur le mental, sur nos émotions et aussi sur nos comportements. Ça nous fait un truc qui ressemble à un triangle avec trois sommets et Ok. j'essaye de bosser un peu sur ces trois sommets, quoi. D'accord. Donc, en fait, finalement, en gros, le préparateur mental, finalement, il va utiliser, en fait, il peut même se former, on va dire, dans plein de choses différentes, qu'après, il va faire un mix de tout ça en fonction des situations, des personnes, etc., qui l'accompagnent, en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, généralement, quand quelqu'un vient voir un préparateur mental, c'est que cette personne, la plupart du temps, elle a soit un objectif qui la challenge un peu, un objectif, alors ça peut être un objectif sportif, ça peut être un objectif professionnel, je veux changer de boulot, ou je veux passer des entretiens pour être embauché, ça peut être des objectifs éventuellement personnels, moi je ne le fais pas spécialement ça. D'accord? Bon voilà, donc j'ai un objectif qui me challenge, qui est ambitieux. Et l'idée, si tu veux, ça va être d'évaluer cette personne, un peu comme un préparateur physique, va évaluer la condition physique de la personne, va évaluer peut-être l'écart entre la condition physique à l'instant T de la personne et ce que demande d'atteindre l'objectif. Voilà, je veux courir un marathon, aujourd'hui j'en suis là. Et par rapport à l'état présent et l'état désiré, il va mettre en place une planification de travail pour que l'homme ou la femme arrive à son marathon dans la meilleure disposition physique pour faire son épreuve. Le prépa mental, il va évaluer l'état présent de la personne, quels sont tes objectifs, et par rapport à différents tests aujourd'hui qui existent et qui sont validés scientifiquement, encore une fois, la prépa mentale maintenant s'enseigne aussi à l'université, mais comme le yoga, il y a aussi un DU et peut-être même des DU, moi j'en connais un, sur le yoga. Mais du coup, on va pouvoir évaluer un peu les fonctionnements de la personne, comprendre quelles sont ses représentations mentales et donc, en effet, peut-être que pour aider la personne à aborder l'événement avec plus de confiance, dans certains cas, on va travailler que sur des outils somatiques de relaxation, de travail de respiration. Dans d'autres cas, peut-être qu'on va travailler un peu plus sur les comportements, sur les émotions. Donc, pour moi, en tout cas, le préparateur mental ne doit pas se restreindre à faire du discours interne et de l'imagerie mentale, quoi. D'accord, d'accord. Donc tu peux vraiment aller, on va dire, piocher dans différentes techniques et l'adapter en fonction des thématiques, des personnes et des besoins, quoi. Exactement. Si je peux te donner peut-être un exemple, si tu Ouais, veux, pour que ça soit un peu plus parlant. Alors, encore une fois, j'ai conscience aussi que mes réponses, des fois, elles sont un peu hybrides parce que dans le passé, j'ai aussi passé un DU de préparation physique. Pour autant, je ne me considère pas du tout comme étant préparateur physique. Mais à une époque, je travaillais avec un cavalier professionnel et ok. ce cavalier avait du mal à s'activer au moment des compétitions. Donc, se relaxer, on voit tout ce que c'est, je pense. Le fait de se relaxer, on pourrait dire que c'est fermer son robinet d'énergie. Je veux plus que mon énergie sorte. Je me régénère ainsi et donc je récupère de l'énergie. OK. S'activer, c'est donc tout l'inverse. S'activer, c'est être capable sur un temps bref ou plus ou moins long, mais en tout cas d'ouvrir son robinet d'énergie et d'avoir de l'énergie maintenant. Donc, ce n'est pas lié directement à ma condition physique, mais c'est lié à ma capacité à me connecter à mon énergie. D'accord. Et typiquement, avec ce cavalier, j'avais constaté que ce qui l'aidait à s'activer, c'était plutôt de rentrer par la porte du corps. C'était plutôt corporel. D'autres, ça va être écoute telle playlist, regarde tel type de vidéo sur YouTube ou
ou repense à tel souvenir, à tel éducateur qui te disait ça, peut-être qu'il avait très confiance en toi, ou tel éducateur sportif qui n'avait pas confiance en toi, selon, voilà, il y en a qui ont besoin des fois de se connecter à un côté un peu plus sombre pour se mettre en énergie, ok. Là, lui, c'était plus le corps. Bah, lui, en fait, pour s'activer, je lui ai conseillé de faire quelques pompes avant de monter sur le cheval sur les compétitions parce qu'il était trop mou en énergie. Et Ok. puis, il s'était acheté un sac de frappe. Il se déplaçait, bon, c'était un cavalier professionnel, donc il se déplace avec son camion, avec le cheval dans le camion. Il a même une sorte de petit appart, si tu veux, dans le camion. Et en D'accord. fait, il avait aussi un sac de frappe où il faisait des séries de frappes. Bah, ça, je trouve qu'un préparateur mental, sans dire je suis préparateur physique ou Mhm. coach de boxe, bah, peut dire écoute, comment est-ce qu'on pourrait un peu t'énergiser, je vais le dire comme ça. Et là, typiquement, bah, tu vois, c'était des conseils qui n'étaient pas des conseils typiquement mentaux. D'accord, ok, ok. Ouais, mais du coup, ce qui est assez proche, en fait, moi, par rapport à mon enseignement du yoga, c'est qu'en fait, dans ce que tu dis aussi là, on va vraiment évaluer à la base la personne et par rapport à ses objectifs, lui amener quelque chose d'adapté. C'est-à-dire que pour rejoindre ce que tu dis, par exemple, au yoga, on va utiliser quelqu'un, par exemple, j'ai en tête que quand je coachais des chefs d'entreprise, et ben, ils étaient souvent, enfin, ils se forçaient même à avoir le cours avec moi, histoire d'avoir une heure, entre guillemets, où ils font rien. Et du coup, pendant cette heure-là, justement, des gens très dynamiques, souvent commencé durant les premières semaines justement par des pratiques dynamiques parce qu'ils étaient complètement incapables de faire quelque chose de calme et on allait de plus en plus chercher des formes qu'on appelle au yoga yin, donc beaucoup plus calmes, qui vont permettre d'inverser en gros le yang, l'énergisant de leur journée. Tout comme avec la respiration, on a des exercices qu'on pourrait appeler des exercices respiratoires qui tendent vers justement le yang, l'énergie, pouvoir ramener rapidement de l'énergie puisque bah, la respiration a un impact direct dans le système nerveux et à l'inverse, des exercices bah, comme on pourrait prendre par exemple la cohérence cardiaque ainsi qu'une palette d'autres exercices qui vont permettre de calmer en situation bah, de stress ou les personnes qui ont du mal à dormir. Donc finalement, ça, disons que d'une certaine manière, ça rejoint un petit peu le yoga sur certains points. Ouais, Euh, clairement. donc ça, c'est cool et intéressant. Et justement, par rapport à la thématique de ton livre et les clés justement pour gérer son stress, comme je viens de le dire, en fait, finalement, au yoga, on se base beaucoup sur l'aspect énergétique pour la gestion du stress. Alors, ce que j'aime bien dire, moi, quand on fait du yoga, c'est que enfin, lorsque du moins on suit une pratique qui est adaptée à nos objectifs, etc., et qui n'est pas juste faire du yoga pour faire du yoga, on a finalement un chemin qui va t'amener vers tes objectifs et on va utiliser des outils pour aller vers ces objectifs. Donc, par exemple, on va utiliser la respiration pour soit se calmer, soit se booster, les formes plus dynamiques ou plus calmes. Et c'est les outils qu'on va utiliser au yoga. Et j'aime bien dire qu'on va chercher en fait une forme de thérapie, mais qui est plus facile à vivre. Parce que par exemple, si on prend l'exemple de la psychologie, par exemple, où tu vas t'asseoir, je fais cliché, mais tu t'assois, tu vas parler de tes problèmes et le psychologue va t'aider à les résoudre. Ce qui est assez, je trouve, moi, incroyable avec le yoga, c'est que vu qu'on va rééquilibrer plein de choses dans le corps, tant par la respiration, par la pratique aussi de la méditation et par la pratique physique du yoga, où ça a un impact en fait prouvé énergétique dans le corps, en fait, tu vas résoudre aussi certains de tes problèmes de manière inconsciente. Tu n'as pas besoin de les traiter aller en face à face avec tes problèmes, mais certains vont se traiter automatiquement en régulant certaines choses dans le corps. Et du coup, avec la préparation mentale, justement, quels outils, on va dire, pour les gens du quotidien, on peut mettre en place, bon, j'imagine pas développer en détail là, mais nous dire un petit peu quels outils on peut mettre en place justement pour mieux gérer son stress au quotidien. Ok. Bah écoute, je peux présenter. Alors, le livre s'appelle 8 clés pour gérer son stress comme les champions. Là, je peux vous présenter les deux premières clés, si ça te va, si Ouais, ouais, c'est avec OK grand pour toi. plaisir. En gros, tu vois, donc voilà, c'est 8 clés et je crois que tu as 28 outils, il me semble, à peu près. Euh, bon, le stress, déjà, on dit que c'est une adaptation physiologique et psychologique à la perception d'une menace. Donc, je suis dans une situation et j'ai l'impression que cette situation est menaçante. Le Ok. premier point qui me semble hyper intéressant, Sacha, c'est de se dire que le stress n'est pas un ennemi à abattre. Moi, dans le livre, le stress, j'explique que je l'appelle Fernand et que c'est plus un vieil ami, tu vois, comme un vieil oncle ou un vieux grand-père ou n'importe qui s'inquiéterait pour nous. Et Ok.
je pense que le stress est hyper important. Tu me parlais tout à l'heure de système militaire, où on pourrait parler d'époques très anciennes où peut-être que quand nos ancêtres sortaient pour aller prendre à manger, ils devaient être très vigilants pardon, sur plein de choses et qu'une seule erreur pouvait être fatale. Heureusement, aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans le même contexte, mais encore une fois, cette activation du système nerveux sympathique nous permet d'être plus vigilants. Donc le stress, ce n'est pas un ennemi à abattre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre cerveau fonctionne exactement comme celui de nos ancêtres. Pour autant, on n'est plus dans des situations où on est menacé tout le temps. Mhm. Donc, plutôt que d'être stressé parce que je dois aller chercher ma nourriture, maintenant, je vais être stressé parce qu'il n'y a que 2 personnes qui ont aimé peut-être ma photo sur Instagram, ou parce qu'il y a 3 personnes qui m'ont critiqué, ou parce que je vais peut-être arriver en retard à ton rendez-vous. Alors oui, c'est important et c'est pas très bien, mais en même temps, peut-être que j'ai pas besoin de me stresser pour ça. Ouais. Donc déjà dire que quand on est stressé, c'est que a priori on est dans une situation importante, l'enjeu est important pour moi, et deuxièmement, je ne suis pas certain d'arriver à faire face à cette situation. Ok. L'enjeu est important et je ne sais pas si je peux faire face. Là, j'ai déjà 2 ingrédients pour être stressé. Donc, la première clé que moi je propose dans le livre, donc chaque clé après a plusieurs outils, mais la première clé, c'est de questionner l'enjeu. Parce qu'on sait que des personnes qui sont stressées, voire anxieuses, donc le stress, c'est dans la situation, voilà, j'ai du stress, je m'adapte. L'anxiété, c'est avant ou après la situation stressante. J'y repense et ça me fait flipper. Donc 2 jours avant, je commence à mal dormir parce que j'ai un entretien. Et peut-être que 2 jours après, je dors encore mal parce que je n'ai pas bien répondu à l'entretien. Premièrement, c'est donc de me questionner, et là on est vraiment dans une approche très mentale, mais je te rejoins, l'activité physique, le yoga aide à solutionner plein de problèmes, donc c'est pour ça qu'il y a aussi plusieurs clés, mais c'est vrai que là, la première clé, elle est très mentale, c'est déjà d'arriver, d'essayer de questionner l'enjeu. En fait, est-ce si important? Parce qu'on se rend compte, Sacha, qu'une fois qu'on commence à être dans un stress chronique, et en fait c'est ça le problème, c'est le stress chronique, c'est pas être stressé de temps en temps sur des situations très importantes, mais tant mieux, et heureusement, et ça peut nous sauver la vie, et ça peut nous permettre de courir plus vite, et ça peut nous permettre de nous opposer parce qu'on estime que c'est pas normal, etc. Bon. Mais le stress chronique fait qu'à un moment, tout devient important. Mon gosse laisse traîner son effaceur sur mon bureau, c'est important. Euh, il y a tel accident, c'est important, mais tout est important du même niveau. Donc, questionner l'enjeu, et ça, il y a plusieurs outils mentaux qui nous permettent justement d'essayer de changer de mode mental et pas être sur un mode mental automatique, mais sur ce qu'on appelle un mode mental préfrontal, où on va être capable de relativiser, de nuancer, de prendre du recul, d'avoir une réflexion personnelle. Alors que dans le mode mental automatique, on est certain, on fait preuve de dichotomie, tout est très tranché quand on est stressé. C'est noir ou c'est blanc, je suis nul, c'est dramatique, c'est très grave. En mode mental automatique, l'image sociale est très importante. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Peut-être qu'on peut s'en foutre des fois et que ça peut nous aider. La deuxième clé, donc, ben, ça va être de travailler plutôt sur mes ressources. Je l'ai dit, notre cerveau, il est plutôt câblé pour voir les dangers, pour voir ce qu'on pourrait rater, là où on pourrait avoir une faille, peut-être se blesser, etc. Alors qu'on a un environnement aujourd'hui, normalement, beaucoup plus sécurisé que nos ancêtres. Et donc, notre cerveau va plutôt voir tout ce que mon cerveau va voir tout ce que Raphaël fait de mal, peut-être, le tien, peut-être un peu plus aussi, bah, qu'est-ce que Sacha a raté aujourd'hui. Il n'est pas tellement habitué à mettre de la lumière sur ce qu'on réussit, sur ce qu'on fait de bien, sur nos forces. Donc, première clé, questionner l'enjeu. Est-ce que c'est vraiment si important, cette situation? Est-ce que je joue ma vie si je me rate sur cet entretien? Ou est-ce que ça peut être génial de le voir comme un entraînement? Et deuxième clé, quels sont les outils qui peuvent m'aider à prendre conscience de mes ressources? Je ne suis pas fort pour tout faire. Les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont pas fortes dans tous les domaines de leur vie, mais si déjà elles peuvent avoir de la clarté sur leurs 5 grandes qualités, les 5 choses qu'elles savent très bien faire facilement, je trouve que c'est cool d'avoir de la ressource parce que plus tu es au clair sur tes ressources, plus tu rassures Fernand. Fernand, c'est cette petite voix là qui nous stresse et qui dit ah mais tu vas arriver à la bourre, mais tu vas rater ça, mais tu n'arriveras jamais. Bah, plus on a de la clarté là-dessus, plus Fernand se détend. D'accord. Et du coup, est-ce que ça veut dire aussi que c'est marrant parce que tout à l'heure j'étais chez mon ostéo et justement on avait un débat aussi sur la manière dont les gens en général
tu sais, appréhende par exemple, les difficultés dans la vie et dire, justement, on se posait la question de quelle est, par exemple, la part d'inné et quelle est la part de qu'est-ce qui arrive quand tu te construis dans ta vie, etc. Sur le fait que, par exemple, si t'arrive une merde dans la vie, qu'est-ce qui fait que certaines personnes, justement, vont le voir comme, par exemple, un entraînement ou un truc bien qui va aider à évoluer et d'autres vont un petit peu se déprimer et puis enchaîner après de plus en plus vers une déprime ou alors toujours aller un petit peu de l'avant. Et justement, on se demandait quelle est un petit peu la part, tu sais, de dîner, quelle est la part liée à ton éducation, à ton avancée dans la vie, etc. Et du coup, par rapport à ce que tu nous dis là, est-ce que ça veut dire, par exemple, que, alors, peut-être du coup, sans s'en rendre compte pour les personnes qui n'ont jamais eu conscience d'un travail mental, mais par exemple, quand tu prends je sais pas, des entrepreneurs à succès ou des sportifs aussi de haut niveau, est-ce que ça veut aussi dire que, bah, de toute façon, pour la plupart, et je le sais aussi en tant qu'entrepreneur, on est face à certains échecs parfois, et c'est le fait de toujours rebondir et de pas lâcher, et c'est du coup se mettre dans, c'est ça, du coup aussi se mettre dans le mode un petit peu comme tu disais, au niveau préfrontal, si je dis pas de bêtises, et Mhm. en fait, c'est automatiquement se mettre de cette manière-là, c'est ça qui aide justement à ne pas rentrer dans la phase un peu chronique en fait. Ouais, ouais, tu sais, regarde, je présentais deux clés. Je vais aussi te présenter un des outils à l'intérieur des clés. Un outil que j'appelle le ROC, que j'aime beaucoup, ROC. D'accord. R, c'est représentation. Quelle est la représentation que j'ai de cette situation? Est-ce que c'est la fin du monde parce que j'ai un échec supplémentaire? Est-ce que c'est un feedback et une information qui va me permettre de l'analyser et d'agir autrement? Tu vois, déjà, dans la même situation, Ouais. peut-être que toi et ton, entre guillemets, ton jumeau ou un autre entrepreneur qui ferait aussi du yoga, vous avez, et tu l'as dit, bien entendu, qu'on passe notre temps à avoir des échecs quand on est entrepreneur, et j'en ai aussi pas mal. Mais du coup, c'est comment je me représente cette situation. Est-ce que c'est dramatique ou pas? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que je comprends mieux le marché? Est-ce que je comprends mieux les attentes peut-être de mon audience, etc., etc. Donc R, quelle est la représentation? O, quel est mon objectif? Et l'objectif, il va venir se synchroniser sur ma représentation. C'est-à-dire que si je me dis, c'est la fin du monde, ça saoule, franchement, c'est trop dur d'être prof de yoga à son compte, bah, peut-être que mon objectif, c'est de bouger et de trouver une autre opportunité et devenir salarié ou devenir coach dans une salle ou autre. Mon comportement, ça va être peut-être d'aller chercher une salle, peut-être d'aller postuler, de répondre à des offres d'emploi ou n'importe. Si ma représentation de la même situation, c'est de me dire, ah purée, je pensais que j'allais faire 2 milliards avec cette offre et finalement j'ai fait 200 euros. Ok, mais là j'ai compris tel truc. Mon objectif, ça va être peut-être de faire un petit pivot et de changer un petit peu mon approche, mon offre, ce que je propose. Mon comportement, ça va être de me remettre à bosser et d'agir en conséquence et d'adapter mon offre. Et à la fin, tu as raison, bah, dans un cas, et c'est vraiment pas grave, mais tu en as une qui arrête peut-être son projet d'entrepreneur et qui redevient salarié, mais ça peut être OK. Et dans l'autre cas, tu en as peut-être un qui monte un super mouvement de yoga, qui devient un leader mondial. Enfin, je dis pas que c'est l'idée et le projet, Oui, oui, mais non, en mais ouais, effet, c'est nos l'exemple. représentations sont super importantes. Comment est-ce que D'accord. je vois ça? Et selon mon niveau d'énergie, c'est vrai que des fois, tu vas avoir comme la difficulté de trop, où certains vont être au fond du seau ou au fond du trou pendant 2, 3 jours, et d'autres, le 2, 3 jours, en fait, ça devient 2, 3 ans. Donc c'est vrai que ça dépend aussi de notre environnement, etc., de notre éducation. Ok. Et du coup, tu as dit pour Rob, tu as dit représentation, objectif et le P, c'était quoi? Pardon, c'est le C, c'est comportement. Ah, c'est le C, comportement. Ouais, ouais, ouais. Représentation, objectif, comportement. Quelle représentation j'ai de la situation? Du coup, compte tenu de cette représentation, quel objectif j'ai et quel comportement? Et je trouve que c'est important, tu vois, d'avoir un roc clair, d'avoir de la clarté. Tu sais, c'est Tony Robbins qui dit la clarté est un pouvoir. Euh, dans certaines situations, mais j'espère que ça pourra parler à des gens de ton audience, tu vois, on peut se dire, tiens, demain au boulot, j'aimerais bien être comme ça en réunion, enfin, je dis n'importe quoi, ou peut-être au yoga. Ah, la prochaine fois que Sacha, il me propose une posture avec la tête en bas et un équilibre, ouais, ok, il faudrait que je le vois comme ça. Et puis en fait, non, le jour J, finalement, tu es un peu à la bourre, tu es un peu stressé. La représentation, c'est, ah, putain, je vais pas y arriver, c'est trop dur. Bah, l'objectif, en fait, c'est, tu sais, j'essaye juste de le faire pour faire bonne figure, mais je ne veux pas me mettre en danger non plus. Et le comportement, bah, c'est qu'en fait, tu fais pas exactement peut-être ce que propose Sacha, tu n'es pas exactement attentif à tel truc, et donc tu n'y arrives pas. Et c'est D'accord. aussi là qu'on parle, tu sais, beaucoup de prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que parfois, on est, alors
je fais attention à ce que je dis, mais là aussi, ce qu'on appelle enfin, les prophéties autoréalisatrices ou l'effet Pygmalion, c'est des choses qui ont été vraiment validées scientifiquement. C'est-à-dire que selon la représentation que j'ai de la situation, mon comportement va augmenter les probabilités que ce que je pense se passe. Ouais. Donc, si je te mets avec mon meilleur pote et que je te dis, Sacha, écoute, je te présente telle personne, est-ce que tu peux lui faire visiter Paris pendant 1 heure? Tu verras, il est super sympa, super drôle et tout. Tu vas être détendu, tu vas être souriant et ton attitude va aider cette personne à révéler son potentiel. Par contre, si je te dis, écoute, je te mets en contact avec telle personne, mais fais gaffe, moi, il m'a fait 3 fois les poches, euh, tu vas Ouais. être un peu tendu, tu vas être sur tes gardes et tu vas dire, ouais, Raph avait raison, il est un peu chelou, il est pas cool, il est pas détendu, ce gars. Donc, bon, là, je le dis très, très rapidement, mais ça a été prouvé notamment en sciences de l'éducation que selon les projections que les enseignants avaient sur les élèves, on voyait que les élèves avaient un niveau à in fine qui était plus ou moins élevé. Donc voilà, Ok. c'est important de l'avoir aussi en tête parce que nos représentations influencent beaucoup ce qui nous arrive. Et ça, oui, ben, de toute façon, c'est la même chose. Tu as toujours la personne que tu connais qui dit toujours ça, de toute façon, je vais pas y arriver, j'ai un nouveau truc, c'est mort, ça va pas marcher. Et oui, finalement, ça s'arrête, ça se passe. Et puis, je sais plus c'était quoi la citation qui dit, mais en fait, si tu penses que tu peux y arriver, peut-être que tu vas y arriver, mais si tu penses qu'il n'y arrivera pas, c'est sûr qu'en gros, tu n'y arriveras jamais de toute C'est façon, ça, puisque c'est ton ça. cerveau se met là-dedans. Et puis, avec toujours aussi l'histoire que bah, finalement, le cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et du faux. Et donc, si tu lui dis que ça va pas, ou enfin, que tu y arrives, finalement, c'est ça aussi qui nous met dans nos états de stress, parce que finalement, le cerveau, il a vraiment l'impression que ça se passe pour de vrai, quoi. Ouais, ouais, et que c'est vraiment la fin du monde et qu'on va vraiment pas y arriver, etc. Tu as tout à fait raison. Ok, mais tu sais, pendant que tu parlais, j'étais en train de me dire, c'est marrant parce que j'étais en train de réfléchir aussi, on disait justement avec les échecs qu'on a, et j'étais en train de me dire, mais putain, je vais pas être prétentieux, mais j'ai l'impression que j'ai pas d'échecs depuis un moment. Et en fait, j'ai réalisé que si, il y a plein d'échecs, c'est juste que j'ai tellement plus l'habitude de voir ça comme un échec, mais juste, je me dis, ok, là, il y a eu ça, je me dis même pas ça a foiré, juste, il y a eu le résultat qui est pas forcément bon, donc qu'est-ce que là, comment on va l'améliorer? Et finalement, j'ai l'impression que je m'attarde même pas, tu vois, sur le fait d'avoir un échec. Et du coup, même s'il y a du coup beaucoup plus d'échecs parce que je fais plus de choses qu'avant, j'ai l'impression de jamais avoir d'échecs parce que finalement, c'est toujours le fait de rebondir. Et c'est sûr que si à chaque fois qu'on a une micro-galère, en plus, si on est entrepreneur ou autre, ou peu importe votre travail, vous qui regardez la vidéo, mais bah, finalement, ouais, on reste dans son lit toute la journée, quoi. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est un bon état d'esprit. Tu as le bon état d'esprit si voilà, tu vois cette difficulté comme une information, un obstacle. Et c'est aussi parce qu'il y a cette difficulté que tu vas développer de nouvelles ressources. Tu sais, quand je disais que le stress n'est pas mauvais, quand on est dans le sport, comme tu l'es, dans l'activité physique, dans le yoga ou autre, justement, parfois, on stresse l'organisme. Je veux Hmm. dire, de l'entraînement physique, c'est du stress. C'est Stress, ouais. stresser l'organisme pour qu'il s'adapte autrement, qu'il développe de nouvelles ressources. Et donc, bah, si tu arrives à bien réagir à des micro-galères ou à des galères un peu plus grosses, forcément, tu crées aussi de nouvelles ressources. C'est Ouais. challengeant. Encore une fois, je suis vraiment aussi pour le fait de ne pas réussir seul et de s'entourer d'alliés, d'autres personnes qui peuvent nous aider. Mais justement, tu vas peut-être créer du lien avec d'autres personnes qui vont t'aider, que tu pourras aider un autre jour. Mhm. Et je trouve que c'est vertueux de s'engager dans des chemins un petit peu challengeants et donc forcément avec des difficultés et des fois des résultats qui ne sont pas tout à fait ceux qu'on attend. Oui, et puis comme tu disais, en fait, finalement, dans l'entraînement, et là je reviens, alors désolé s'il y en a qui ça parle pas avec l'entrepreneuriat, mais ça me fait penser juste à ça, c'est qu'en fait tu te dis, bah il y a des galères que j'avais il y a 1 an et ça me semblait être le bout du monde, et en fait aujourd'hui, si j'avais les galères que j'avais il y a 1 an, ma vie, elle serait trop bien, quoi. C'est vraiment l'adaptation aussi de comment tu agis face aux choses et tout ça, donc ouais, non, mais c'est très parlant ce que tu nous dis. Et justement, maintenant, en termes vraiment de préparation mentale, alors évidemment, rien que j'imagine, si on prend les sportifs, comme tu parlais par exemple de ton cavalier tout à l'heure, évidemment, c'est pas la même préparation mentale qu'avec le sportif en Ligue 1, etc. Mais euh, de base, par exemple, je pense qu'on a un petit peu tous l'idée de pourquoi un sportif va faire de la préparation mentale, mais par exemple, dans les autres domaines, tels que par exemple, je sais pas, un entrepreneur ou quelqu'un du quotidien, quelles sont un petit peu les différences en termes de préparation mentale qu'il peut y avoir entre justement des sportifs, des entrepreneurs ou des gens, entre guillemets, du quotidien?
Écoute, c'est une bonne question. Premier point, c'est que aujourd'hui, tu l'as très bien dit, aujourd'hui, pour nous, ça semble évident qu'un Teddy Riner ou qu'un futur champion olympique aujourd'hui fasse de la préparation mentale. On se dit qu'il y a des enjeux, qu'il y a du stress, qu'il y a beaucoup de concurrence, etc., etc., des ascenseurs émotionnels, tout ça. Moi, j'aime bien dire que, toi, je suis ravi de mon métier, de travailler avec des athlètes de haut niveau. J'adore ça. Et en fait, je me dis de plus en plus que la préparation mentale, elle est encore plus importante pour quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi ou comme des personnes qui nous écoutent. Parce que un Kylian Mbappé, si demain il doute, peut-être qu'il ne va pas courir à 37 km/h, mais il arrivera toujours à courir à 36. En fait, son corps est tellement entraîné qu'un sportif ou une sportive de haut niveau professionnel peut toujours se rattacher quand même à son corps. Et en effet, on va aller chercher le 1, 2, 3% peut-être de performance en plus grâce à la préparation mentale. Par contre, un entrepreneur qui doute, comme tu dis, il reste au fond de son lit tout le temps, enfin, sauf si tu as un boulot vraiment physique. Mais sinon, je pense que la préparation mentale, elle est encore plus importante pour un étudiant ou une étudiante qui passe des examens. Je pense qu'elle est hyper importante pour un commercial qui se prend des portes peut-être 80% du temps, etc. Et donc, déjà, le point de départ, c'est que des entrepreneurs veulent faire de la préparation mentale ou des commerciaux ou des étudiants, comme je disais un petit peu tout à l'heure, parce qu'ils veulent, ils ont un objectif qui est ambitieux et ils ont conscience que parfois le stress leur fait perdre leurs moyens. Ils ont conscience qu'ils ont un très bon potentiel, mais qu'ils n'arrivent pas à l'exploiter. C'est un monsieur qui s'appelle Timothy Galloway qui dit que notre performance, c'est un coach mental, notre performance, elle est égale à notre potentiel moins nos interférences. Tu parlais tout à l'heure avec l'ostéo Ouais. d'inné et d'acquis. Donc, ouais, notre potentiel, il est inné et acquis. On bosse aussi beaucoup pour le développer, tout ça, ok. Mais si, tu sais, des fois, si je reviens vite fait sur le foot, mais des fois, j'ai des joueurs qui me disent, mais Raph, tu sais, ouais, ce week-end, j'étais sur le banc, j'ai pas joué, je suis pas rentré sur le terrain, mais la semaine, je te jure, je suis 10 fois meilleur que le mec qui jouait à ma place. Bah, je te crois, très bien. Peut-être que tu as plus de potentiel que lui, mais peut-être que tu as plus d'interférences aussi que lui. Et peut-être que ce joueur, il a un moins bon potentiel, mais il a peut-être très peu d'interférences. Donc peut-être que lui, il joue de la même façon le week-end devant 30 000 personnes que la semaine et que les 30 000 personnes ne lui font pas peur. Et la principale différence que tu me demandais, je vais y répondre, je suis désolé, je parle beaucoup. Ah non, non, mais vas-y, hein. La principale différence, là où je trouve que l'APM, elle est super importante pour nous, et c'est pareil, bon, je ne sais pas si tu as qu'une audience d'entrepreneurs, mais on parle beaucoup Non, d'entrepreneurs non, comme non, on est tous les deux à notre compte. En fait, c'est que le sportif ou la sportive, il a une ligne d'arrivée à sa compétition. Il fait un 100 mètres ou il fait un marathon, il y a une ligne d'arrivée, c'est très clair. On dit, OK, Sacha, c'est bon, tu as fait 3 heures à ton marathon, parfait, va te reposer. Le joueur de foot, la joueuse de foot, de volley ou n'importe, il y a un arbitre qui siffle et qui dit, bon, les gars, les filles, c'est bon, au vestiaire, le match est fini. Ce que je constate notamment pour les entrepreneurs, et j'accompagne aujourd'hui, j'ai de la chance d'accompagner certains entrepreneurs qui font des millions, on va dire, de chiffres d'affaires et parfois de marge aussi. Bah, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Pour certains, c'est très dur de matérialiser une ligne. non. Pour certains, c'est très dur même d'avoir de la satisfaction de ce qu'on a. Parce que c'est un peu ce que tu disais sur les galères que tu as aujourd'hui versus les galères que tu avais il y a un an. Il y en a aujourd'hui qui font littéralement des millions, mais qui, parce qu'ils sont toujours dans la course et la compétition, ne sont jamais sortis du terrain pour regarder maintenant dans quel stade ils jouaient, dans quel terrain ils jouaient, quels étaient leurs partenaires, quels étaient leurs adversaires, et de se dire que c'est génial. Donc l'un des premiers points, je crois vraiment, avec l'expérience maintenant, avec le temps, c'est que j'essaye de faire en sorte, quand je travaille avec un entrepreneur, qu'il ait la matérialisation des temps de match, des temps d'entraînement et des temps de repos. Ce qui est très clair pour un sportif, mais ce qui n'est pas clair toujours pour un entrepreneur ou pour un commercial, qui est entre guillemets, je caricature un peu, mais H24 dans le match, et qui n'a pas de temps où il s'entraîne, et qui n'a pas de temps où il met vraiment de la clarté sur le repos, en disant un peu, on disait tout à l'heure que l'obstacle était d'une certaine façon cool, parce que c'est parce que j'ai un obstacle à franchir que je me muscle, je vais le dire un peu comme ça, ou que je réfléchis à comment le contourner, et je développe aussi mon intelligence situationnelle, mais c'est aussi parce que je me repose que je fais du muscle. Ouais. Ok, c'est très Oui, bien oui. de stresser l'organisme, mais j'ai aussi une phase de repos. Et donc, avec certains, bah, je te dis, ils n'ont pas tellement de clarté sur
les temps de repos, les temps de Super compétition, les dur, temps ça. d'entraînement. Ça, c'est dur d'avoir cette clarté. Et comment tu le... Alors, là où je pense que ça peut intéresser... Bon, là, je pose la question pour moi, mais ça va vous intéresser aussi parce que beaucoup, on rentre chez eux ou encore lorsque surtout on a des métiers qui impliquent des responsabilités, je pense aussi, on a tendance à aussi ramener le travail à la maison. Je parle pas du tout là de Ouais, on fait pas l'action que de ramener la travail. coupe à la maison, c'est qu'on ramène le travail à la maison. Je parle pas de l'action de travailler, mais vraiment de l'avoir dans l'esprit. Euh, est-ce que le fait justement de séparer ces différentes périodes, ça passe par des choses simples du genre, bah non, mais ce que j'allais dire justement, avoir une pièce de travail et une pièce qui n'est pas de travail, etc. Mais finalement, quand les choses restent dans ta tête, en termes de préparation mentale, justement, comment, bon, c'est un sujet qui peut être complexe, mais comment simplement, est-ce qu'il je sais pas, il y a des astuces sur lesquelles Écoute, on peut jouer là-dessus? ouais, on peut un petit peu en parler, tu vois, au même titre que tu disais tout à l'heure, à juste titre, il y a différents moyens de résoudre un problème. Certains vont aller voir un psychologue, d'autres vont faire du yoga. Tu joues déjà sur l'équilibre sympathique-parasympathique. Quand je pense à mon boulot et que je n'agis pas, il est possible que ça crée chez moi de l'anxiété. Et donc, tu sais, moi, je parle d'un système de balançoire un peu entre le sympathique et le parasympathique. Ok. Je ne sais pas si là, j'arriverai à le retrouver vite fait. En plus, ça va peut-être pas être très clair, mais tu as une sorte de balançoire. Non, je vais pas. Bon, tant pis. Euh, allez, là. Tac. Je sais pas si ça va être très, très clair, tu me diras. Mais Ouais, en c'est gros, bon, on tu va. vois, tu Ouais, as ouais. notamment ici, là. Voilà. Là, la balançoire, elle est plus axée, en fait. Elle est Ouais. désaxée. D'accord? Ouais. Cette balançoire désaxée, ça sous-entend que il y a un déséquilibre entre mon sympathique et mon parasympathique. Donc, je disais sympathique, le stress, parasympathique, la détente, en gros. Donc, typiquement, travailler sur des techniques de respiration, ça peut m'aider à remettre du parasympathique. Faire du yoga, me lancer des défis dans des postures difficiles, ça peut m'imposer d'être ici et maintenant. Ouais. Dans le livre, tu vois, je parle d'un truc tout con, enfin tout con. Par exemple, de faire de la slackline. Ouais. Moi, je fais de la... Alors, bon, il faut avoir peut-être un arbre ou deux arbres, il faut peut-être avoir... Mais bon, il existe même maintenant des systèmes pour en faire en intérieur. Mais je parle aussi de choses toutes bêtes, comme de faire sa passion. Donc, d'avoir un double projet. Je vois derrière toi, tu as un mandala. Aujourd'hui, tu sais, tu as de plus en plus de personnes qui font du coloriage d'adultes sur des mandalas, des choses très précises. Mais pour essayer de donner une astuce à ton audience, ça serait vraiment de trouver un ou deux trucs, je vais le dire comme ça, qui m'aident à être ici et maintenant. Ouais. Ici et maintenant. Donc, soit la slack, ouais, c'est dur pour moi, où j'essaie une nouvelle figure sur de la slackline, donc c'est de l'équilibre hein, sur une sangle. Bah, moi, quand je fais de la slack, alors sauf si je fais juste essayer de marcher, ça je commence à y arriver, enfin voilà, j'y arrive à peu près, donc oui, peut-être que je peux le faire et penser à autre chose. Mais si je me lance un petit défi juste pour m'amuser, à me dire, tiens, je vais faire un demi-tour ou ci ou ça, je suis sûr d'être ici au maintenant. Donc, être ici au maintenant, je pense que ça aide. Et puis, peut-être que ça parlera aussi, mais moi, je suis très, très friand des douches froides, des bains froids. J'ai deux, trois vidéos aussi sur différents réseaux où on me voit nager sous la glace, sous un lac. J'ai la chance d'habiter, enfin, la chance, je ne sais pas s'il y a une chance ou pas. En tout cas, j'habite en Savoie, en montagne. Et donc, l'hiver, eh ben, avec quelques personnes, on va des fois avec la tronçonneuse, on fait un trou dans un lac. On est plusieurs, on fait gaffe et j'ai l'habitude de pratiquer. Mais d'aller nager sous un lac gelé, bah, tu es ici et maintenant. Ouais. Mais ça marche aussi à Paris avec ton robinet et ton pommeau de douche et te mettre sous l'eau à 10 degrés. Tu es ici et maintenant, ça te fait un gros shoot aussi d'adrénaline et après, tu as vraiment une grosse phase de parasympathique qui vient et ça permet pour moi de couper aussi le mental sur l'aspect boulot. Ouais, alors, ouais, alors justement, en termes d'adaptation pour la douche froide, moi, ça doit faire 8 ou 9 ans que je prends que des douches froides aussi. Et ça marche au début, mais au bout d'un moment, en tout cas, quand tu n'habites pas près d'un lac gelé, il y a pas, tu peux pas mettre plus froid. Donc en fait, l'eau n'est plus froide. Elle Après, est plus elle est assez tiède. froide, ouais, c'est ça. Elle est tiède. Mais ouais, ouais, ok. Et ben, ça me parle complètement justement la première astuce que tu donnes, tu vois, le fait d'être ici et maintenant. Moi, je me suis tout de suite très orienté vers notamment des postures difficiles au yoga, des équilibres avancés, etc. Non, alors, ça me désole une partie de mon audience qui me connaît
pas forcément bien du coup. Lorsque par exemple je vais poster des postures très avancées, etc., vont mettre des commentaires, ah là c'est trop dur pour moi, c'est juste de l'acrobatie, je m'en vais, etc. Bon, c'est pas mes élèves, c'est juste une audience qui me suit parce que ceux qui me connaissent ne mettraient pas ça, mais simplement, en fait, je le fais pour la raison que Raphaël vient de dire, c'est-à-dire qu'au début, bah, pour moi, faire un équilibre qui est peut-être pour vous très challengeant, bah, au début, pour moi, ça l'était aussi. Et en fait, aujourd'hui, moi, peut-être que je peux rester 10 minutes dedans et qu'en même temps, je peux être en train de faire ma liste de courses dans ma tête. Et j'ai eu beaucoup de mal au début, moi, à méditer. Et c'est ma méditation, justement, le fait de faire quelque chose de difficile. En fait, il se passe la même chose que si on fait de la slackline ou autre. Et aujourd'hui, moi, quand je fais quelque chose de très difficile, en fait, je m'en fous que ça soit dur. C'est moi, ma manière de pouvoir rentrer en méditation parce que plus on progresse, plus on est obligé de faire des choses plus difficiles. Tout comme la douche froide, au bout d'un moment, c'est plus froid. Donc, il faut passer à nager dans un lac gelé parce que sinon, en fait, le corps s'adapte et l'esprit aussi et on ne ressent plus. Donc voilà. Mais ouais, c'est un bon, un bon moyen effectivement de couper parce que moi j'ai été aussi beaucoup enfin ça me le fait encore mais moins parce que j'arrive plus à décomposer justement un peu les phases de jeu comme tu peux dire enfin entre les périodes de travail et autres mais c'est vrai que ça prend du temps aussi de se connaître je trouve quand on est entrepreneur de savoir quelle organisation marche le mieux pour nous pour réussir à mettre des périodes un petit peu de coupure et ouais pouvoir justement trouver ce qui marche le mieux, pouvoir mettre ces périodes de pause n'est pas forcément évident. Et c'est vrai que c'est pour ça que, comme tu disais en fait au début de l'interview, ça vient avec le fait de connaître la personne. Par exemple, le cavalier, de ce que tu nous dis, pour un autre cavalier, il va pas manquer d'énergie, mais peut-être il en aura trop. Donc en fait, ça doit vraiment être adapté en fait en fonction de chacun, quoi. C'est ça. Très clairement. Ouais, ouais, très clairement, on est tous différents. Donc c'est vrai que c'est tout l'intérêt quand on peut de travailler avec un PM ou en tout cas de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Tu vois, typiquement, tu peux avoir des fois on parle beaucoup d'entrepreneurs ce soir, mais tu peux avoir des fois des réseaux d'entrepreneurs. Le simple fait de pouvoir échanger avec un pair, enfin un ou une entrepreneur, hein, bien entendu, mais de pouvoir échanger avec quelqu'un d'autre, forcément, ça va aussi nous aider à relativiser, à nuancer, à prendre du recul, et c'est toujours une richesse. Ouais. Ouais, top. Euh, on avait encore deux petits sujets à aborder. Le premier, c'était vraiment, donc là, une question vraiment très rentrée dans le contenu de la préparation mentale. Donc, moi, j'ai découvert, comme je te disais un petit peu en off avant, la préparation mentale quand j'étais à l'armée. La première fois, en fait, c'est un instructeur de tir qui nous a dit, bah, ce soir, quand vous allez vous coucher, vous revisualisez tout le montage et démontage en fait de notre pistolet automatique, tout simplement, lorsqu'on en apprenait encore à monter et démonter l'arme. Et en fait, en allant me coucher, j'essaie de visualiser. Et moi, j'ai pas du tout de sens artistique. J'ai pas du tout, j'ai une mauvaise, enfin, j'ai pas trop, je suis pas connecté à mon imagination, on va dire, pour faire simple. Et ça a été hyper dur pour moi dans ma tête de me dire, oh là, faut que j'arrive à visualiser ça. Et après, en fait, en développant la visualisation, c'est de plus en plus concret et c'est vrai que j'ai pu voir des progrès incroyables après aussi dans d'autres domaines de ma vie, notamment pour ceux qui me suivent depuis un moment. Vous savez, j'avais eu une paralysie de la main et j'ai pu récupérer beaucoup plus vite en grosse partie grâce à la visualisation, même si c'était franchement très épuisant de faire beaucoup de visualisation d'un point de vue mental. Et une fois que je suis passé au yoga, moi au début j'avais super peur de faire des postures très avancées au yoga et je me suis dit, ok, tout ce que j'ai appris un petit peu de mon côté, en préparation mentale, on va dire, à mon niveau. Je vais essayer en visualisation, disons, je vais essayer de le transférer avec ce qui me fait peur. Et en fait, le fait d'être très, très précis dans ma visualisation, ça m'a permis de beaucoup plus vite progresser, d'enlever mes peurs. Et aujourd'hui, c'est ce que je transmets aux élèves dans mon coaching et c'est ce qui leur permet aussi d'enlever les peurs et progresser. Et aujourd'hui, je voulais savoir si, justement, que ce soit la visualisation, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres techniques lorsqu'on a, bah là, je vais vraiment prendre l'exemple de mon audience, une posture qui peut faire peur, comme ça peut être n'importe quoi au sport qui peut faire peur. Comment la préparation mentale agit justement dessus? Bah écoute, oui, très clairement, l'imagerie est importante, l'imagerie mentale serait importante. Si on est sur une approche technique,
on va plutôt, ce qui est le cas là, même si j'entends qu'il y a de la peur, mais je vais d'abord aller sur l'approche technique. Si on est sur une approche technique, on va d'abord être sur ce qu'on appelle une imagerie dissociée. Une imagerie dissociée, c'est comme si moi j'étais une caméra et que je voyais mon double, je me voyais en train d'essayer de faire la posture. Et donc là, je vais essayer de mettre tous les détails que toi, tu m'auras signifiés. Ouais. Peut-être sur la position des mains, peut-être, voilà, je sais pas, poser le crâne d'une certaine façon, etc., etc. Donc d'abord une imagerie dissociée. Après, par contre, si on est plus sur une approche émotionnelle de la donc gestion de la peur notamment, là on sera sur une imagerie associée. Je précise aussi que le terme d'imagerie mentale ou de visualisation sont parfois ce que moi j'appelle des faux amis en termes justement de vocabulaire. C'est-à-dire que quand on fait une imagerie mentale, notamment une imagerie associée, on est d'accord qu'en fait on n'est pas que sur le sens visuel. Si je fais une imagerie mentale associée du corbeau, l'idée n'est pas juste de voir ce que Raphaël verrait s'il était en train de faire le corbeau. C'est-à-dire que l'imagerie mentale, elle peut être aussi kinesthésique, c'est-à-dire Mm. sentir le contact de mes mains avec le tapis, et les tapis sont des fois un peu granuleux, là, tu vois, sentir les mains qui s'enfoncent un petit peu, sentir peut-être l'intérieur du genou qui vient se poser contre le coude, etc., etc. Et donc, on va mettre aussi du kinesthésique tout en essayant de mettre aussi du confort là-dedans au niveau mental. C'est-à-dire que je fais mon imagerie mentale, donc je vais ressentir l'aspect surtout kinesthésique. Oui, je peux voir mon regard qui regarde le tapis, etc. Et en même temps, je me visualise dans cette posture avec de la sérénité, peut-être avec le coach qui est en train de me parler, le coach qui est en train de me, enfin le coach ou le prof de yoga qui est en train de me parler, de me féliciter, etc. Donc ça peut beaucoup m'aider. Là, comme ça, je te donnerai peut-être un autre élément que je partage aussi dans le livre, mais c'est aussi d'avoir de la clarté sur la fixation d'objectifs. Et dans les objectifs, parfois, enfin pour aller un peu vite, entre guillemets, mais on va être très centré sur les objectifs de résultat, sur le résultat. Voilà, gagner ou perdre, je caricature un peu, mais ce qui excite beaucoup Fernand, ce qui excite beaucoup notre stress, parce qu'on est sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas du yoga, on n'est pas sur des compètes de yoga, et du coup, à l'inverse on va dire, du continuum de la fixation d'objectifs, d'un côté, il y aurait des personnes qui seraient que sur des objectifs de résultat, là, on va aller plutôt sur les objectifs de processus. C'est avoir de la clarté sur les deux, trois points que toi, tu vas nous donner sur cette posture. Dans un premier temps, les amis, pensez à ça, ça et ça. Faites-le déjà cette séance et on verra la séance prochaine, on rajoutera des processus. Et donc, avoir de la clarté sur les processus, ça peut aussi être un moyen pour moi d'aborder cette situation stressante dans les meilleures conditions, en plus de l'outil de visualisation que tu as aussi très bien présenté. D'accord, ok. Et donc, ça veut dire que pour revenir à ce que tu nous expliquais tout à l'heure avec le rock, là, par exemple, si on va avoir un objectif, je sais pas, on a un objectif de, je sais pas, juste tenir sur la tête, ça nous fait peur. On va avoir du coup la représentation de cet objectif, enfin, la représentation, l'objectif en soi. Et après, le comportement, du coup, le bon comportement à avoir, c'est pas se dire j'y arrive ou j'y arrive pas, mais c'est suivre les processus que tu as appris. Et du coup, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, mais au moins, ça t'affecte moins C'est ça. mentalement, quoi. C'est ça. D'accord. Ouais, ouais. Et puis le comportement, mon rock idéal, voilà. L'objectif, c'est de suivre les objectifs, enfin, les éléments de processus, les objectifs de processus que j'ai vus avec Sacha, par exemple. Mon comportement, c'est d'essayer 10 fois. Voilà. Et au bout de la 10e, on aura, enfin, je dis 10 ou 5. Ou Ouais, ouais, peut-être non, mon mais ouais. comportement, c'est de le faire 5 fois réellement. Je le fais une fois, je le refais en imagerie mentale. Je le refais une deuxième fois réellement, je le fais une deuxième fois en imagerie, etc. Mais en effet, c'est d'avoir de la clarté sur mon comportement. Et après, ça veut dire qu'on est aussi capable d'évaluer son rock. Est-ce que pendant la séance, ma représentation a toujours été la bonne? Ou est-ce que mentalement, je me suis dit, ah non, je vais jamais y arriver? Est-ce que mon objectif a toujours été clair ou je l'ai oublié en cours de route? Parce que des fois, c'est très facile d'avoir un rock clair 1 heure avant l'entretien important ou 1 heure avant la figure importante. Mais après, quel est mon rock dans la situation? Ouais, quand le stress Et donc, arrive. au niveau du comportement, voilà. Et au niveau du comportement, pareil, est-ce que j'ai eu le bon comportement tout le long ou pas? D'accord, ok, ok. Et, ok, et par rapport justement tu parlais justement des objectifs, ça me fait penser juste à une question supplémentaire. Tu parlais justement d'être précis un petit peu dans ces objectifs et tout ça. Est-ce que, comment tu vois ça, toi, quand je parle de la fixation d'objectifs, je veux dire, tu sais, des fois on entend, je sais pas, par exemple, si tu connais, bon, c'est encore entrepreneurial, enfin non, c'est valable pour tous, je sais pas si tu connais Grant Cardone. Ouais, ouais, ouais. Comment? 10X?
Ouais. Donc pour ceux qui Ouais, ne connaissent ok. pas, c'est un entrepreneur américain et simple, il a écrit parmi ses livres, il y a un livre qui dit, c'est le livre 10X Rules, donc il dit que tous vos objectifs, il faut faire, enfin, faut se dire fois 10, ce qui vous permettra d'être sûr d'atteindre au moins votre objectif de base et peut-être faire mieux. Euh, Par rapport justement à la fixation d'objectifs, est-ce que il vaut mieux se fixer des trucs vraiment élevé, enfin, plus élevé que tes objectifs, du moins, en te disant bah, qu'il y a forte chance que de toute façon, tu n'arrives pas à faire ça, mais tu feras sûrement mieux, ou est-ce qu'il faut avoir vraiment un objectif tel que tu l'as de base et rester dessus, quoi? Je pense que ça dépend vraiment des personnes, Sacha. Je pense que un truc qui peut être intéressant, c'est aussi d'avoir de la clarté sur des objectifs à court, moyen et long terme. Ok, Et donc, justement, le principe du 10X, là, peut-être qu'on peut se dire, OK, à moyen terme, voilà où je veux aller. Et donc, ça serait comme l'objectif, comme tu disais, un peu l'objectif vrai, on ouais, pourrait dire. Et de s'amuser à faire ce travail justement sur le 10X. Moi, je l'utilise aussi parfois en prépa mentale. Dire, OK, j'ai entendu ton objectif. Et juste pour info, pour avoir moi de l'information, tu mettrais quoi en place si ton objectif c'était de faire 10 fois ça? Et après, je pense qu'il y a rarement des objectifs qui sont trop ambitieux. Ce qui est souvent trop ambitieux, c'est le temps qu'on se donne pour les atteindre. ouais, Mais si justement on a la bonne approche mentale, si on est vraiment connecté à quelque chose qui est important pour nous, ouais, si tu me dis telle boîte, telle entreprise veut faire 1 million en un an, peut-être que ça va être compliqué. Par contre, faire 1 million en 3 ans, là, c'est peut-être beaucoup plus envisageable. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, ouais. on est trop ambitieux des fois dans le temps, ce qui peut créer du stress, mais peut-être parce qu'on a l'impression que tout vient très vite. Hmm. Donc là aussi, par rapport à ça, il faut peut-être se questionner aussi sur la représentation, encore une fois, qu'on a. Bah, c'est la phrase aussi, tu sais, souvent on sous-estime, enfin on surestime ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime énormément ce qu'on peut faire en 10 ans, quoi. C'est exactement Exactement, ça, quoi. exactement. Ok. Ça reprend la même idée, ouais. Ouais. Et puis finalement, dans ce que tu disais, ça me fait penser aussi, pour reprendre la posture du corbeau dont tu parlais tout à l'heure, je pense notamment, j'avais une élève, et lorsqu'elle essayait d'apprendre la posture du corbeau, pourtant, elle a toutes les indications de ce que j'ai pu amener à beaucoup de gens qui fonctionnent, etc. Et en fait, elle voulait tellement y arriver, elle n'avait pas peur, mais elle disait tellement, il faut absolument que j'arrive, elle avait des contractions, mais enfin, vraiment, ce qui est dans la nuque, des trucs super forts et tout. Et je lui dis, mais là, en fait, il faut juste que tu arrêtes d'avoir tes attentes, quoi. Et ça a mis du temps pour que les attentes partent. Elle a dû aller chez l'ostéo, machin, des fois même arrêter. Et à partir du moment où elle a accepté d'enlever les attentes, c'est passé, quoi. Et c'est vrai que c'est marrant entre le moment où tu dis, mais en fait, là, juste, il faut que tu enlèves ton attente et le moment où même si au fond de toi, la personne, elle a envie, et voilà, le moment où elle accepte vraiment, il peut y avoir un délai assez long. Et c'est vrai que justement, si voilà, on pense, comme tu disais, par rapport au comportement avec le processus, finalement, on rentre pas dans le fait de pouvoir aussi avoir à la fois, soit, je sais pas, soit des peurs, une crispation, parce qu'on attend du coup le résultat et non pas on se fie pas tellement au chemin, quoi. Mais Mm, ouais. mm, mm, mm. C'est Dernière exactement ça. dernière petite question, je veux que tu nous parles de la peur de la réussite. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de la peur d'échouer, etc. Et alors, je voulais que tu nous parles de la peur de la réussite. Alors, non pas, je veux pas que vous me mettiez derrière des commentaires en disant, ouais, mais moi, j'arrive pas à faire des postures super avancées parce que j'ai peur de réussir à les faire. Mais vraiment, en toute honnêteté, moi, c'est un truc que j'ai ressenti, que j'ai réussi à m'en détacher en travaillant dessus. Mais comment, peu importe le domaine, pour une fois, on va essayer de pas parler d'entrepreneuriat, mais je sais pas, dans votre vie, vous avez envie vous avez un travail et vous avez envie, je sais pas, de peut-être avoir une promotion dans votre métier. On Euh, n'est pas dans l'entrepreneuriat, mais pas très loin quand même. non, mais c'était pour inclure les salariés. Vous allez avoir une promotion dans votre métier, ou alors vous avez une passion et vous rêvez je sais pas, vous rêvez de développer un jardin chez vous, le meilleur jardin par exemple de la région, je crois qu'il y a des concours comme ça qui existent, ou peu importe, finalement vous n'y arrivez pas, et il y a quelque chose qui vous bloque en vous, et que c'est pas la peur d'échouer, et justement c'est la peur d'y arriver avec les, entre guillemets, conséquences qui peut paraître bizarre, mais comment ça peut s'expliquer ça? Alors moi, je l'explique, enfin je l'expliquerai. Bon, il peut y avoir différentes façons. Là, ce que je verrais comme ça, quand j'étais étudiant, j'ai découvert un gars qui s'appelle Pierre Bourdieu, un sociologue, et ça Ah m'a oui. plu. Lui parlait de la notion d'habitus.
en disant, il parle de l'habitus. Voilà, l'habitus, il le présente, je vais faire très court, on peut présenter ça comme étant une structure structurée et structurante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on grandit dans un environnement, la plupart du temps avec des parents, avec des copains, des copines, avec des profs, etc. Bon, toutes ces rencontres vont faire qu'on a une façon de parler, une façon de s'habiller, une façon de penser aussi et de se représenter un petit peu les situations. Premier élément, je pense, Sacha, que des fois, ça peut faire peur de réussir. Moi, parfois, ça peut me faire peur de réussir parce que en réussissant, bah déjà, d'une, tu sautes dans l'inconnu. OK. C'est-à-dire que si demain, je fais vraiment le 10X, si ma boîte fait 10 fois ce que je fais aujourd'hui, bah, ça fait un peu flipper parce que tu n'es peut-être plus tout à fait la même personne ou tu vas rentrer dans d'autres sphères, d'autres codes et aussi parce que tu perds certaines situations. Encore une fois, j'ai pas spécialement de problème avec l'échec. Alors après, on va se dire, ouais, en fait, c'est un PM, un préparateur mental de loser. Mais en fait, que tu échoues ou que tu réussisses, il y a toujours des éléments positifs et il y a toujours des éléments négatifs. Mm. Et c'est hyper important d'avoir de la clarté sur la peur de réussir parce que justement, tu vas avoir des personnes qui, des fois, dans le déclaratif, vont dire, ah oui, 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 moi, je voudrais être tout là-haut. Je voudrais être tout là-haut. Mais en fait, si tu creuses un peu, si tu fais un travail de prépa mentale, ces personnes vont être capables très rapidement de trouver des inconvénients à être tout là-haut. Mm, mm. Moi, aujourd'hui, j'ai une certaine situation, on va dire, au niveau de ma boîte. Je ne sais pas si on peut parler de réussite ou pas, mais dans le même temps, je vis en Savoie, je m'occupe assez bien, en tout cas, je suis assez présent auprès de mes 3 enfants. Peut-être, je caricature, mais peut-être que si demain je veux faire un 10X, peut-être que je vois moins mes enfants, peut-être qu'il faut que j'accepte d'être plus souvent à Paris ou d'être dans un club à l'autre bout de la France ou autre. Et donc, je pense que parfois la peur de réussir, c'est la peur de perdre aussi ce qu'on a aujourd'hui. Et si je reviens sur la notion d'habitus de Bourdieu, c'est peut-être la peur de se perdre un petit peu. Donc, c'est très important aussi d'avoir de la clarté par rapport à ça. C'est très important d'avoir un double, on parlait de double projet ou de triple projet, et de ne pas se définir que par rapport à sa réussite professionnelle, parce que sinon, pour certaines personnes, tu as remarqué que je n'ai pas parlé d'entrepreneuriat, je dis juste de réussite professionnelle, mais ça peut être Et je l'ai la dans ma nouvelle tête, promotion. l'entrepreneuriat. mais, mais voilà, donc du coup, je pense que ça aussi, bien entendu, on parle des fois de la peur de l'échec, mais tu as tout à fait raison, il y a aussi la peur de réussir. Ça sera comment si je réussis? Ça sera comment si j'atteins cet objectif? Et là aussi, je pense qu'il est important d'avoir de la clarté sur des lignes d'arrivée de temps en temps et se Mhm. dire, voilà, je mets tout pour atteindre cet objectif-là, mais après, je prends du temps, peut-être pour profiter de ma famille, profiter des copains, me régénérer, rééquilibrer un peu la balançoire avant de partir sur un autre projet. Ok, ok, c'est super intéressant parce que du coup, enfin, moi, ça me fait penser à, bah, alors peut-être que c'est faux ce que je dis, mais est-ce que ça serait pas, quand tu as une certaine peur de réussir, c'est parce que aussi tu as peut-être une vraie conscience de soit justement le fait que tu arrives dans un réel inconnu, soit justement que tu connais, on va dire, les conséquences, ça ne veut pas dire positives ou négatives, mais de ce qui arrive derrière, et du coup se dire que j'ai vraiment conscience de ce qui va se passer, ou conscience, dans tous les cas, soit conscience que je sais les conséquences, soit que je ne les sais pas, et c'est cette conscience-là qui peut t'amener la peur de réussir, alors que peut-être que la peur d'échouer, c'est peut-être entre guillemets, tu as peut-être moins projeté plus loin, mais juste te dire, OK, si j'y arrive pas, bah, je sais pas, mes amis ou je sais pas quoi, ils vont me juger. Et que, il y a peut-être le fait de penser un peu plus loin, du coup. Ah, déjà, je suis désolé pour l'éclairage un peu chelou, j'ai mis une lampe, mais elle est très jaune. C'est pas grave. Euh, ouais, écoute, tu as raison. Tu sais, tu parles à quelqu'un, je ne vais pas parler de moi comme ça, mais une de mes phrases que j'adore, tu sais, et ça pourra aussi t'expliquer, parce que là, la réponse que je donne, moi, sur la peur de réussir, pardon, elle est aussi personnelle, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'habitus, voilà, qui existe. Et on voit bien d'ailleurs que pour certaines personnes, c'est difficile de réussir. Alors, ça peut être de la réussite sportive, ça peut être de la réussite sociale, ça peut être de la réussite financière, juste parce que j'ai joué à un jeu d'hasard, entre guillemets. En tout cas, j'ai réussi à avoir 20 millions sur mon compte en banque. On voit très bien qu'en fait, il y en a qui le vivent très, très mal. Et tu sais, moi, une des phrases que j'aime beaucoup, en tout cas que je questionne, mais qui est une phrase assez sage, je pense, c'est méfie-toi de ce que tu veux, tu risques de l'avoir.
Méfie-toi de ce que tu veux, tu risques de l'avoir. Et voilà, voilà, je pourrais te donner un exemple, mais enfin sur des choses qui sont vraiment pas graves. Mais oui, tu veux écrire un livre. Bah, après, une fois que ce livre il est là, tu as voulu écrire ce livre. Ben maintenant, il faut que tu ailles faire à Paris des interviews, il faut que des fois tu ailles faire des dédicaces à l'autre bout de la France. Je dis vraiment pas que c'est désagréable, hein, vraiment pas. Mais donc, ça veut bien dire qu'avant, il faut avoir de la clarté là-dessus. Et là, je Hmm. le fais avec beaucoup de plaisir. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais je me connecte à quelque chose qui est très important pour moi sur le livre. Quand je fais le livre ou le podcast, on pourra en parler un tout petit peu, mais pour moi, c'est justement de me dire que la préparation mentale ne doit pas être adaptée que pour des sportifs et que si elle permet à des hommes et des femmes, à des hommes et des femmes, et notamment des hommes, de mieux gérer leurs émotions, d'apprendre à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, de mieux gérer leur stress, bah, peut-être qu'on vit un petit peu mieux. Si tu as moins de personnes qui se battent pour récupérer de l'essence dans des stations-service, peut-être qu'on vit un petit peu mieux. Et donc, là, pour le livre, il y a pas de sujet pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne qui veut cette promotion, eh ben, c'est cool. Ouais, maintenant, tu as la promotion. Maintenant, tu gagnes 1 000 € de plus par mois, mais tu as 2 téléphones portables. Ton patron t'appelle plus. Tu as plus de responsabilités. Et donc, des fois, tu as raison. Peut-être que c'est aussi une sagesse de se dire, ouais, en fait, écoute, je vais prendre de la clarté, justement, ce que je disais tout à l'heure sur les entrepreneurs. Regarde, je joue déjà dans un stade qui est sympa. Je ne vais pas parler d'équilibre vie perso, vie pro. Moi, je parle plutôt d'équilibrage parce que c'est toujours un peu instable comme une slackline ou comme quelqu'un qui, ou en tout cas comme moi, qui ferait le corbeau. Moi, je ne tiens pas 10 minutes, mais quand je tiens 10 secondes, je suis plutôt content. Mais du coup, voilà, parfois, certains vont se dire, bah, ouais, maintenant, ce truc-là d'aller tout là-haut, ça me faisait rêver avant, mais 2 ans plus tard, j'ai plus envie de ça parce que je vois aussi. Oui, il y aurait des avantages. Oui, il y aurait peut-être 1 000 € de plus si on prend cet exemple. Mais maintenant, je vois aussi des inconvénients. Et donc, je dis toujours, méfie-toi de ce que tu veux, tu risques de l'avoir. C'est vrai que c'est aussi une phrase qui me guide un peu. Cette phrase, elle m'a beaucoup fait penser à Schopenhauer. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un philosophe qui est pas, on va dire que c'est si vous êtes un petit peu en dépression, c'est pas le mec qu'il faut aller lire. Et il a une théorie, je me souviens plus de la phrase, mais en gros qui dit que toute ta vie, elle oscille toujours entre le désir et l'ennui. Et en fait, ça rejoint un petit peu méfie-toi de ce que tu veux, tu risques de l'avoir parce que en fait, il vous dit par exemple, bah, quelqu'un qui n'a pas de travail, qui veut avoir un travail, le jour où il a un travail, bah, en fait, il s'ennuie. Et c'est pareil pour tout. Il dit par exemple quelqu'un qui se plaint parce que il est, je sais pas, célibataire, le jour où il va avoir une relation de couple, il va dire, ah, ça me manque, la vie de célibataire, il y a Ah, mais longtemps. ça, c'est tellement clair. Enfin, moi, tu sais, je suis marié là, maintenant, ça fait 20 ans que je suis avec ma chérie, mais j'envie tellement les célibataires. Mais profitez de vous sous-estimez votre chance. 3 enfants maintenant, une maison, machin. Non, mais c'est l'enfer. Mais mes potes célibataires, ils me disent, ouais, mais Raph, moi, c'est cette vie, tu vois, que j'aurais voulu. Moi, j'aurais voulu avoir une chérie et 3 enfants. Donc, C'est on, l'être on veut, humain. on veut C'est souvent l'être ce qu'on n'a humain. pas. Mais voilà, tout est toujours comme ça. Et du coup, c'est vrai que c'est très dangereux et enfin, moi je l'ai trouvé dangereux pour avoir vécu dans certaines choses, de me dire, ah putain, j'aimerais trop réussir à faire ça. Et en fait, tu le réussis et après tu dis, ah ouais, bah, maintenant, c'est pas. En fait, finalement, on s'attend à un truc incroyable. C'est tout comme, par exemple, quelqu'un qui est fan de, je sais pas, d'une chanteuse, la nana de 15 ans qui est fan de sa chanteuse, elle la rencontre. Et en fait, je sais pas, la chanteuse, elle l'envoie chier ou quoi. Et en fait, bah, en fait, il y a c'est ton rêve et tu rencontres ton rêve et en fait, il est, il est anéanti. Donc ouais, je trouve que, enfin, moi, ce que j'ai vraiment retenu le gros point que tu nous as appris, en tout cas aujourd'hui, moi, que j'ai trouvé super intéressant, c'est vraiment le rock, parce que j'ai l'impression que ça peut vraiment nous aider dans tout, en fait, dans tous nos domaines de vie, et que ça permet vraiment de pouvoir prendre du recul concrètement et pouvoir mieux appréhender aussi certaines situations. Donc ça, j'ai trouvé ça, enfin, c'était super intéressant, mais vraiment, l'aspect rock était, enfin, voilà, je trouve que moi, en tout cas, c'est vraiment un truc que je vais pouvoir utiliser au quotidien. Et du coup, justement, pour terminer, est-ce que tu peux, déjà, merci à toi de nous avoir accordé ce temps. Et si tu pouvais peut-être nous dire, peut-être si tu veux nous reparler un petit peu peut-être de ton livre ou nous dire un peu où est-ce qu'on peut te retrouver. De toute façon, je mettrai les liens dans les commentaires, mais
Écoute, bah déjà merci Sacha, c'était cool comme échange. Je suis content si ça t'a plu. J'espère vraiment que ça plaira aussi à ton audience, c'est le but. Euh, Bah, tant mieux aussi donc pour le rock. En effet, donc le rock c'est juste un outil, hein. Je disais il y en a 28, mais en fait je crois que 28 c'est 28 qui sont dans le livre, donc 8 clés pour gérer son stress. Mais en fait dans le livre, tu as aussi à deux endroits des QR codes qui te permettent d'aller récupérer d'autres outils qui sont en plus en ligne. Pour deux Génial. raisons. D'une, parce qu'on ne pouvait pas imprimer trop de pages. Enfin, il fait déjà 224 pages. Moi, j'en aurais bien voulu une dizaine de plus pour présenter des outils, des fois avec un peu plus de place et tout. Mais bon, à un moment, on t'explique qu'il ne faut pas non plus avoir trop de pages et c'est normal. Donc, c'est vrai qu'on peut, en plus des 28 sur le papier, et tu en auras d'autres, donc comme le rock, et j'espère que ça pourra autant te plaire, mais tu en as d'autres qui sont en ligne. Et puis, je vais prendre 30 secondes, juste 30 secondes, mais pour faire la toute petite promo de mon podcast. J'ai un podcast maintenant depuis 1 an et demi qui s'appelle Le Smoothie. Ça s'écrit comme un smoothie, tout simplement parce que je trouve que nos performances, nos comportements, en fait, sont multifactoriels. Il y a un peu d'émotion, un peu de confiance, un peu de comportement, etc. Puis on mixe un peu tout ça et on voit ce qu'on arrive à en faire. Donc, le smoothie, c'est la plupart du temps une toute petite capsule de 7-8 minutes où j'aborde un élément du smoothie, un ingrédient. Et parfois, j'ai des invités. Et là, c'est des interviews qui vont durer à peu près 30 minutes. Donc voilà, le smoothie, si jamais tu peux mettre le lien, Ouais, c'est avec cool. plaisir. C'est absolument gratuit. Ça permet d'avoir un peu de tips comme ça du 9 novembre au 9 décembre, je ne sais pas quand l'épisode sera diffusé là, mais on va sortir un smoothie par jour. Donc tous les jours, il y aura une petite capsule de quelques minutes, 5-6 minutes, qui parlera un petit peu de prépa mentale. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi. Pensez si vous êtes arrivé jusqu'au bout, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous mettrai tous les liens pour retrouver Raphaël de toute façon dans la description. Et je vous dis à très vite. À très bientôt.